lancement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre 21h30. Voilà les titres. Un lancement, celui du programme des attributions des allocations financières. Lancement cet après-midi à partir de Nouakchott, du coup d'envoi donné par le président de la République. Voilà deux visioconférences, celle de l'Alliance pour le Sahel, une première, et celle des ministres de la Défense du G5 Sahel et leurs partenaires. Et puis des chiffres, ceux de la situation épidémiologique en Mauritanie aujourd'hui, 133 nouveaux cas, 28 guérisons et 7 décès. Voilà donc pour les principaux titres de votre 21h30 de ce vendredi 12 juin 2020. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous commençons donc par la lutte contre la Covid-19 ou le Covid-19, comme vous voulez, avec donc le départ du programme d'attribution des allocations financières au profit de milliers de familles pauvres à travers le pays. Coup d'envoi cet après-midi, coup d'envoi donné par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le lieu de la cérémonie, c'était donc l'ancien aéroport de Nouakchott et c'était cet après-midi un programme de plus de 4 milliards de nos anciens oubliés. Alors, précision sur tout cela et sur cette cérémonie avec Bokar Baïleba. Aussitôt annoncé, aussitôt concrétisé. Dans son discours à la nation le 25 mars, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avait annoncé que l'État viendra en aide aux familles les plus démunies pour atténuer les répercussions négatives des mesures de prévention prises pour faire face à la pandémie du coronavirus. Et pour marquer l'événement, c'est le président de la République qui a donné le coup d'envoi de l'opération. Le volume des allocations financières a distribué ce chiffre à plus de 4 milliards d'anciennes ouguiyas. Il profite à 186 293 familles les plus nécessiteuses sur tout le territoire national. Sur place, le président de la République a été édifié sur les composantes du programme, le choix des bénéficiaires, les zones ciblées et les modalités de paiement des montants sur la base des données biométriques garantissant leur réception à temps dans toutes les wilayas du pays. Ces explications ont été présentées par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour et le directeur général du registre social à la délégation de Taazour. Les montants parviennent aux bénéficiaires dans leur lieu de résidence au niveau de 8119 localités dans un délai maximal de 2 semaines. Pour le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, Mohamed Mahmoud Ould-Baasriya, cette opération fait partie d'une série d'activités pour atténuer les répercussions négatives des mesures de prévention contre le Covid-19, conformément aux instructions du président de la République. Il a précisé que l'opération a été réalisée à travers un appel d'offres ouvert, transparent et conforme au règlement suivi par le réseau des caisses d'épargne et de crédit CAPEC et de la Banque mauritanienne de l'investissement. Il a en outre précisé que les équipes ont été formées dans le but de mener à bien cette opération sur la base d'une méthodologie scientifique déterminée à l'avance pour assurer la transparence et la célérité du processus. De leur côté, les bénéficiaires se sont réjouis de ce geste sans précédent de la part de l'État, un geste survenu à point nommé et permettra de soulager leur précarité. Ils ont remercié particulièrement le président de la République pour cette assistance et pour l'intérêt qu'il porte à leur égard. Il s'agit là de la plus grande distribution gratuite opérée dans le pays depuis l'indépendance nationale. Pour rappel, la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour a été créée le 29 novembre 2019 par décret présidentiel. Elle a pour mission de généraliser la protection sociale, d'éliminer toutes les formes d'inégalité, de renforcer la cohésion nationale, de lutter contre la pauvreté et de coordonner l'ensemble des interventions dans les zones cibles. Donc pour la cérémonie de lancement de ce programme d'attribution
des allocations financières au profit des milliers de familles pauvres à travers le pays. Coup d'envoi donc cet après-midi donné par le président de la République. Un programme dont le lancement vient à point nommé au moment où la pandémie du coronavirus connaît un développement rapide dans le pays. Chaque jour, des cas nouveaux, des guérisons, mais aussi des décès. Alors, comment se caractérise et comment se présente la situation épidémiologique en cette journée de vendredi 12 juin 2020 et les chiffres qui la caractérisent? Élément de réponse avec le docteur Sidi Ould Zahaf, directeur général de la santé. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid, qui se caractérise aujourd'hui par 133 nouveaux cas, dont 131 cas contacts, un cas communautaire, un cas importé et qui se caractérise également par l'enregistrement de 28 guérisons, 28 cas guéris aujourd'hui et on déplore 7 décès. Yarhamuhumullah. Ainsi, le nombre total de cas a atteint 1572, dont 1500 cas contacts, 65 cas communautaires, 7 cas importés, 278 guérisons et malheureusement on a enregistré 81 décès. Pour ce qui est des cas encore suivis, ils sont au nombre de 1213 aujourd'hui, dont 1086 sans signe, 108 avec des signes légers et 19 cas graves. Quant au dépistage, on en a réalisé durant les dernières 24 heures 1017 tests, 94 tests de suivi et 923 tests diagnostiques, ce qui porte le nombre de tests réalisés à 14 789. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit. Les nouveaux tests réalisés se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions. 717 tests dans les 3 régions de Nouakchott, 38 au Hod Sharqi, 15 à Nadrar, 3 au Brakna, 5 au Gorgol, 5 au Guidimara, 3 à Ninchiri, 80 à Nouadhibou, 10 au Trarza et 47 au Tirzamou. Pour ce qui est des 133 nouveaux cas, ils se répartissent ainsi qu'ils suivent dans les Muqata'a. Un cas d'Ata, 3 de Kaïdi, 1 de Selibabi, 1 de Basknou, 1 d'Akjoust, un cas de Benchab, un cas de Nouadhibou, 35 de Darnaï, 26 de Tehert, 9 cas de Toujouni, 12 d'Iksar, 5 de Sabkha, 14 de Tevrak Zene, 13 d'Arafat, 1 cas d'Elmina, 3 cas de Riyad, 5 cas de Rosso et 1 cas de Zouerat. Voilà donc pour les chiffres qui caractérisent aujourd'hui la situation épidémiologique. Donc 133 nouveaux cas, 28 guérisons et 7 décès. Le directeur général de la santé a profité de son point de presse de ce soir pour donner des précisions sur la nouvelle stratégie du ministère de la Santé. Peut-être qu'il y a une confusion dans la compréhension de l'évolution de nos stratégies par les populations. Et parfois, on reçoit des remarques sur de certaines, soi-disant, contradictions dans nos stratégies et dans ce que nous préconisons. Alors, je voudrais clarifier au moins 2 points. Celui concernant le dépistage. En fait, effectivement, avec l'évolution de nos ressources et l'évolution aussi de l'épidémie et de la pression sur les ressources que nous avons parfois adapté notre stratégie. À un certain moment, au début de cette flambée, quand le nombre de cas a augmenté et nous enregistrions beaucoup de prélèvements par jour, et donc on avait une forte pression sur le laboratoire, alors on a dit, pendant cette période, on va surtout donner la priorité aux personnes symptomatiques, les personnes qui présentent déjà des symptômes. Et donc, on prélevait surtout les personnes qui présentaient des symptômes.
Maintenant qu'on a les tests rapides, on a abandonné cette stratégie. Maintenant, on teste tous les contacts. On teste même les personnes qui présentent des signes sans être en contact avec un cas évident. Et donc, on a élargi l'assiette de dépistage. L'autre remarque aussi, c'est qu'on reçoit des remarques par rapport à la nécessité de fermer certains services, certaines institutions, parce qu'il y a eu des cas positifs au sein de ces services. Ceci, certainement, est à l'image de l'action qu'on avait entreprise après l'apparition du cas au Bana Blanc. Effectivement, on avait fermé Bana Blanc parce que c'était le premier cas local évident. Et donc, il était tout à fait normal que nous fermions cette épicerie jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passe. Et maintenant, on a le virus qui circule largement dans la ville. Et donc, il est insensé d'arrêter des services, de fermer des institutions, parce qu'il y a eu un cas qui a été enregistré dans ces services. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'effet, et donc on ne le fera plus. Et c'est le cas de l'endroit où on a dépisté un cas chez un frère tunisien, décédé, Allah yarhamou, Inch'Allah. Et donc les gens se demandent pourquoi on ne ferme pas ce commerce. Alors c'est insensé. On a recensé les contacts de ce monsieur et nous sommes en train de les suivre, on va les tester et à chaque fois quand il y a un positif parmi eux, on va l'isoler, on va l'isoler, il va arrêter de travailler, mais le service doit continuer parce que le fermer vraiment ne réduirait aucunement la circulation du virus. Le directeur général de la santé, lors de son point de presse quotidien, c'était celui de ce soir, la nouvelle situation. Demain donc, rendez-vous avec le docteur Sidi Ould-Zahab. En attendant, on va poursuivre ce journal avec l'actualité parlementaire et cette conférence des présidents de l'Assemblée nationale. On doit voir les images, les voilà. Eh bien, c'était aujourd'hui, cette conférence s'est tenue aujourd'hui. Elle était présidée par le président de l'Assemblée nationale. Et le gouvernement y était représenté par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. La conférence a profité de sa réunion pour transmettre 7 projets soumis par le gouvernement aux commissions spécialisées avant de les soumettre donc en séance plénière pour discussion. Ça, c'était donc la réunion de la conférence des présidents au niveau de l'Assemblée nationale. C'était aujourd'hui. Voilà, autre conférence, mais cette fois par la technique vidéo. Il s'agit, vous le savez, à cause du virus, coronavirus, ces virus qui touchent pratiquement tous les domaines de la vie, que ce soit politique, économique ou social et même diplomatique, car vous savez qu'il n'y a plus de conférences ou de sommets physiques, mais plutôt par visioconférence. Et c'était notamment le cas de 2 rencontres ministérielles aujourd'hui, toutes 2 présidées par la Mauritanie. Il s'agit d'abord de la première réunion ministérielle de l'Alliance pour le Sahel. C'était aujourd'hui une réunion présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger. C'est un compte-rendu d'Abdelrahman Hamad. Cette première réunion ministérielle élargie de la coalition pour le Sahel, tenue par visioconférence, réunit l'ensemble des pays et organisations souhaitant agir pour la stabilité et le développement du Sahel. Outre les pays du Sahel, des représentants de l'Afrique, du monde arabe, de l'Europe et des États-Unis ont pris part à cette réunion. J'ai aujourd'hui pour vous 3 messages. Le premier message, au Sahel, la situation sécuritaire se dégrade à vue d'œil et avec une rare constance. L'insécurité et le sous-développement se sont tellement acharnés sur le Sahel au point qu'il en est profondément meurtri. La violence s'étend chaque jour sur des territoires nouveaux. Mais ne nous trompons pas, la menace sécuritaire qui s'abat sur le Sahel n'est pas seulement une problématique locale, elle est de dimension et de portée globale.
Elle mérite en conséquence une riposte mondiale. C'est pourquoi votre présence aujourd'hui et votre engagement à nos côtés sont essentiels. Je vous signale cependant que la mobilisation des fonds pour le financement du programme d'investissement prioritaire, si essentiel pour nos populations et pour la lutte contre le terrorisme, n'est pas encore au niveau des attentes. Deuxième message, nous subissons tous aujourd'hui, sans discrimination aucune, les assauts meurtriers du Covid-19. Pour nous au Sahel, le Covid-19 s'ajoute à un tableau clinique déjà assombri. Nous faisons désormais face aujourd'hui à tous les chocs en même temps. Choc climatique avec le déficit pluviométrique, choc sécuritaire avec le terrorisme, choc économique avec la fonte des prix de nos produits d'exportation et la crise économique générée par le Covid-19. Aujourd'hui, pour faire face à cette pandémie et ses conséquences incalculables, l'Afrique et le Sahel en particulier ont besoin de liquidités nouvelles pour faire redémarrer une économie largement affectée. Le Sahel a plus que jamais besoin d'une annulation pure et simple de sa dette. Troisième et dernier message. Dans nos priorités au G5 Sahel, nous appréhendons pleinement la dimension des droits de l'homme, du droit humanitaire international et le nécessaire renforcement de la relation de confiance avec les populations. Nous attachons la plus grande attention au respect de ces principes. Ainsi, notre feuille de route inclut une composante essentielle dans le cadre de la judiciarisation des opérations de la force du G5. À la lumière de ces préambules présentés par notre ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur, également président du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays du Sahel, dont la présidence tournante est assurée par notre pays, les participants ont discuté d'un certain nombre de questions portant essentiellement sur la création d'une coalition internationale pour l'appui au Sahel, l'appui au retour de l'État dans toutes ses dimensions au Sahel, ou encore les conclusions et résultats de la réunion ministérielle de la Coalition pour le Sahel. La Coalition pour le Sahel, c'est la première réunion ministérielle élargie qui s'est tenue donc aujourd'hui, présidée par la Mauritanie. L'autre réunion qui est également par visioconférence, c'est celle des responsables de la défense du G5 Sahel et de certains de leurs partenaires. Elle aussi s'est tenue aujourd'hui. Elle était présidée par les ministres de la Défense nationale. Alors, dans quel cadre se situe cette rencontre? Élément de réponse avec Rabia Adita. Les ministres de la Défense de la Coalition pour le Sahel se sont réunis aujourd'hui par visioconférence. Cette réunion, présidée par notre pays, s'inscrit dans la continuité de la réunion des ministres de la Défense et des Affaires étrangères du G5 Sahel et de la France le 27 avril dernier et du sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France prévu à la fin de ce mois. Merci pour votre participation à cette visioconférence. Distingués participants, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord saluer la baisse significative de la propagation du Covid-19 en Occident et formuler le vœu que cette tendance gagne rapidement notre continent africain pour que nos futures rencontres puissent se tenir physiquement. L'ascendant psychologique et opérationnel acquis face aux principaux groupes armés terroristes depuis le sommet de Pau se consolidera avec le déploiement de la Task Force Takuba, du bataillon tchadien dans la zone des 3 frontières et d'une force africaine additionnelle de 3000 hommes. Distingués participants, mesdames et messieurs, les succès promoteurs obtenus sur le terrain ne doivent pas nous faire oublier l'importance de poursuivre nos efforts pour gagner le cœur et l'esprit des populations. À cet égard, la mise en œuvre du cadre de conformité est un chantier qui renforcera nos capacités de mise en application des règles de bonne pratique en matière de respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. À l'ensemble de nos partenaires, nous réitérons notre appel à la poursuite et à l'intensification de leur soutien agissant pour la réalisation rapide des actions prioritaires du G5 Sahel et à une large adhésion autour de la Coalition pour le Sahel qui constitue un cadre d'appui approprié aux objectifs stratégiques et opérationnels de notre organisation. Distingués participants, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans évoquer les derniers développements en Libye qui doivent amener la communauté internationale à s'investir résolument pour une désescalade immédiate et une solution politique durable, car tant que ce pays ne sera pas stabilisé, la région sahélienne ne connaîtra pas la paix. Je vous remercie.
Les participants à ce sommet ont pu suivre 2 communications relatives à la coalition pour le Sahel et au rôle de l'Union européenne dans la bande sahélo-saharienne. Les ministres de la Défense de la coalition pour le Sahel ont pu, au cours de cette réunion, étudier leur approche intégrée, robuste pour inverser les tendances négatives actuelles et traiter les causes de l'instabilité dans la région du Sahel. Le renforcement de la sécurité permettra de créer les conditions nécessaires au développement pour une stabilité dans la zone du Sahel. Voilà, 2 rencontres ministérielles par visioconférence présidées par la Mauritanie. Donc au chevet, ces 2 rencontres au chevet de la zone sahélienne. Le Sahel qui fait face à différents défis, le terrorisme ou la criminalité transfrontalière. Et comme cela ne suffit pas, et comme si cela ne suffisait pas, il y a la pandémie de la Covid-19. Ce Covid-19 qui sévit à travers le monde et notre pays n'est pas épargné. Et pour faire face à cette pandémie, vous le savez, le gouvernement a mis en place un plan de riposte. Un plan qui vient de recevoir une aide de la part de l'AFD, l'Agence française de développement. Il s'agit c'est une aide au terme d'une convention de financement signée aujourd'hui à Nouakchott. Alors, le montant de cette convention et la destinée de ce financement, élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Par la signature de cette convention entre notre pays et l'AFD, l'Agence française de développement, notre pays reçoit une subvention de 2,5 millions d'euros, soit 105 millions de nouvelles ouguiya, destinée à la participation au financement du plan national de riposte sanitaire à la pandémie de Covid-19. La convention a été signée côté mauritanien par le ministre de l'économie et de l'industrie, Abdelaziz Ould Dahi, et côté français par l'ambassadeur Robert Molly et le directeur de l'AFD, Lionel Yondo. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'économie et de l'industrie a loué ces gestes gracieux et salué le niveau de coopération entre notre pays et l'AFD, tout en exprimant sa gratitude pour l'appui constant et efficace que la France a toujours apporté à notre pays. Abdelaziz Ould Dahi a indiqué que les fonds reçus au titre de cet appui serviront à renforcer les capacités des hôpitaux de l'intérieur du pays à travers la délocalisation du diagnostic, la formation du personnel qui en a la charge, l'acquisition de matériel de protection pour personnel soignant, l'acquisition d'équipements biomédicaux, de réactifs et de médicaments, ce qui devra permettre d'améliorer l'accessibilité du dépistage aux populations cibles, d'augmenter sensiblement le nombre de personnes testées et par voie de conséquence, un meilleur suivi de la situation épidémiologique, a-t-il ajouté. Cette subvention est une réponse d'urgence destinée à accompagner le gouvernement à la mise en œuvre du plan de riposte multisectoriel à la Covid-19. Par ce soutien au plan national de riposte sanitaire, nous appuyons le ministère de la Santé dans ses actions prioritaires en renforçant la surveillance et le dépistage afin de réduire la mortalité et les conséquences de cette maladie sur la santé de la population mauritanienne. Le renforcement des capacités de détection des cas et de prise en charge des cas que permettra ce financement sont des enjeux cruciaux dans la maîtrise, dans la gestion de l'épidémie. Au-delà de son caractère d'urgence, cet appui s'inscrit dans un partenariat de longue date entre notre pays et la France dans le domaine du renforcement du système de santé qui demeure une priorité. Une convention de financement donc signée entre la Mauritanie et l'AFD dans le cadre de l'aide au plan de riposte à la Covid-19 mise en place par le gouvernement pour faire face donc à cette pandémie. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec un tour à l'intérieur du pays en compagnie de nos équipes qui sillonnent actuellement à l'intérieur du pays et qui vont nous conduire au Tiris Zemour, au Hod El Gharbi, à Nassaba et puis à Dakhlet Nouadhib. Première étape de ce tour à l'intérieur du pays, la Muqata'a de Bir Mougraine au Tiris Zemour. Cette Muqata'a, on n'enregistre encore aucun cas. Apparemment, les mesures préventives sont observées là-bas, comme l'a constaté l'un de nos envoyés spéciaux, Abdallah Ould Bilal, dont le reportage est refait en français par Abdoulaye Demeba.
La Muqata de Birmougrène, à l'image des autres localités du pays, a abrité plusieurs campagnes de sensibilisation dans le cadre de la prévention contre le coronavirus. Les habitants ont ici été mis au parfum des mesures préventives qui ont été vulgarisées sur les lieux afin de permettre aux populations de rester indemnes de toute contamination du Covid-19. Cet habitant salue le déroulement de la sensibilisation. Les jeunes et les résidents se sont mobilisés. On n'a pas encore eu de cas déclarés de Covid-19, précise-t-il. Les mesures préventives face à cette maladie sont le port du masque et le lavage des mains. Ces résidentes affirment que les habitants se lavent les mains dans le cadre de la prévention. En plus, précise-t-elle, quand elles se déplacent pour aller au marché, les populations mettent leur masque. Les autorités sanitaires de Birmougrène ont été impliquées dans les différentes campagnes de sensibilisation qui ont été menées. Ils ont ainsi de commun accord avec les associations et organisations de la société civile, puis déroulé une sensibilisation qui a jusque-là porté ses fruits. Ce membre du personnel soignant indique qu'ils n'ont recensé aucun cas de coronavirus, que ce soit un cas contact ou communautaire, à Birmougrène. Cette ville, qui est certes dans une zone frontalière, a été sécurisée, ce qui a permis de lutter contre les infiltrations. On a mené une sensibilisation à l'échelle de cette Muqata et au sein des villages environnants où on a distribué des masques et des gels antibactériens et des désinfectants. Les mesures préventives, donc, et leur respect au niveau de la Muqata'a de Birmougrène au Tiris Zemmour. La prochaine étape de notre voyage à l'intérieur, c'est Kifa, la capitale de la Sabah. Là aussi, la sensibilisation se poursuit, mais également avec le lancement d'une campagne d'assainissement aujourd'hui, comme l'a constaté l'un de nos envoyés spéciaux, Mohamed Bilal, dont le reportage est revu en français par Yad Alifal. C'est le wali de la Sabah qui a donné le coup d'envoi de cette opération qui s'étend sur toute l'étendue de la wilaya. Le wali, M. Mohamed Ahmed Mahmoud, a souligné que l'opération d'assainissement unitaire permettra l'emploi de 305 personnes, dont 20% de femmes. Les deux grandes Muqata'a de la Sabah, à savoir Girou et Kankoussa, emploieront à elles seules 122 personnes. Simultanément à cette opération, la ville de Kifa a vu le démarrage d'une campagne de sensibilisation qui vise à toucher le plus grand nombre de personnes dans la wilaya et faire passer les messages relatifs au danger du coronavirus. C'est ce qu'a affirmé le maire de la ville de Kifa, M. Jemal Oulkeboud, qui a souligné que cette campagne touchera le plus grand nombre de personnes depuis le début de l'apparition de cette pandémie dans le pays et qu'elle se distingue par le fait qu'elle se fera dans toutes les langues nationales. L'autre aspect de cette campagne est qu'elle est dirigée par des équipes spécialisées. Les femmes se sont levées tôt cette journée pour mettre la main à la pâte. Elles se sont donné rendez-vous à l'entrée du marché principal de la ville avec leur gel hydroalcoolique pour permettre aux visiteurs de cet endroit de se désinfecter les mains aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Voilà, c'était un reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Mohamed Amar Belloul, et non Mohamed Bilal, qu'on va retrouver lui. Et cette fois, c'est juste, qui se trouve à Tintin pour nous parler là-bas de la situation dans cette Muqata'a, particulièrement le respect ou non des mesures préventives. Et apparemment, les citoyens ne sont pas souvent très respectueux de ces mesures. Donc, comme l'a constaté notre envoyé spécial Mohamed Bilal, dont le reportage est revu en français par Abdoulaye Demeba. Le marché de la Muqata'a Tintin est un lieu de rassemblement privilégié durant la journée des habitants. L'activité commerciale ayant repris à la faveur de la réouverture des marchés, les habitants s'y rendent pour leurs provisions habituelles. Comme en attestent ces images, il est quasi rare de croiser un citoyen porter un masque de protection. Les mesures barrières ne sont pas aussi respectées au niveau de ces localités. Cet habitant affirme qu'il n'y a pas eu une campagne de sensibilisation intense pour faire comprendre aux citoyens les risques liés à cette pandémie. Cet autre résident affirme qu'il y a eu une sensibilisation qui a été menée. Il est important que les citoyens comprennent que cette maladie est une réalité. Ces résidents soulignent que les habitants sont là, regroupés, et ils ne portent pas de masque. Ils précisent en outre qu'ils ne veulent pas que la circulation routière entre les wilayas soit autorisée.
Les organisations de la société civile sur place ont exprimé avoir joué leur partition dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est ce qu'exprime ce dernier. Il souligne qu'ils ont sensibilisé les habitants à se conformer aux règles d'hygiène requises, dont le lavage des mains, de même que de dénoncer toute tentative d'infiltration. Il a par ailleurs précisé qu'il demande aux habitants d'appeler le numéro vert 1155 en cas de symptômes qui pourraient se révéler des indicateurs de cette maladie. Voilà donc pour la sensibilisation au niveau de Tintin au Hod El Gharbi. Dernière étape de ce tour à l'intérieur du pays, au bord de l'Atlantique, notre capitale économique, Nouadhibou, à l'ère d'une opération de distribution des masques de protection. Il s'agit d'un geste de la mairie, un compte-rendu de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Alvar Shibani, revu et présenté en français par Abdelrahman Hamad. L'opération de distribution des 40 000 masques lancée par la commune de Nouadhibou a pour objectif de contribuer aux efforts consentis par les hautes autorités du pays dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19. À cette occasion, le maire adjoint de la commune, Eidaoul Mohamed Salah, a souligné que cette distribution des masques va concerner les lieux administratifs, les quartiers de la ville et les points sensibles comme les marchés et les carrefours. Il a ajouté que cet effort, entrepris par la commune, entre dans le cadre des actions menées régulièrement dans le domaine de la sensibilisation contre les dangers de la pandémie du nouveau coronavirus. Le maire adjoint a insisté sur la nécessité pour les citoyens de prendre conscience du danger de la COVID-19 et de contribuer aux efforts de sensibilisation contre cette pandémie, tout en respectant les mesures, les conseils et les consignes de prévention émanant des services spécialisés contre la propagation de cette pandémie. Ainsi, des équipes techniques relevant de la commune de Nouadhibou ont procédé à la distribution des masques sur les points et les axes routiers de la ville côtière. Ces équipes ont divisé la ville à 72 axes englobant les quartiers populaires, les marchés, les complexes commerciaux, les carrefours et les petits commerces pour faciliter la distribution. Voilà donc pour cette opération de distribution des masques au niveau de Nouadhibou, un geste de la mairie de la ville. Et c'est sur cette opération que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça y est, c'est parti pour le programme d'attribution des allocations financières au profit des milliers de familles pauvres à travers le pays. Coup d'envoi cet après-midi à Nouakchott, donné par le président de la République. Deux visioconférences au chevet du Sahel, première rencontre ministérielle élargie de l'Alliance du Sahel et la rencontre des ministres de la Défense du G5 et certains de leurs partenaires. Et puis 133 nouveaux cas de coronavirus, 28 guérisons, 7 décès. Voilà les chiffres qui caractérisent aujourd'hui la situation épidémiologique en Mauritanie, telle que donnée par le directeur général de la santé lors de son point de presse quotidien. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu tout en restant chez vous avec des mains régulièrement lavées avec de l'eau et du savon. Et si vous sortez, n'oubliez pas vos masques et respectez les distances sociales, des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui permettent de sauver des vies. Prenez soin de vous pour vous protéger, pour protéger les autres, pour nous protéger tous. Et si vous aimez vos proches, eh bien ne vous rapprochez pas. Je vous donne rendez-vous donc demain, Inch'Allah, à la même heure, 21h30. Bonsoir.